Voici 7 erreurs en photo que je vois tout le temps. Si tu appliques l'une de ces 7 erreurs, il faut cesser immédiatement si tu veux passer au niveau supérieur. Et je suis quasiment certain que tu fais l'une de ces 7 erreurs que je vais te citer dans cette vidéo-là. Si tu débutes la photo ou même si tu es un petit peu plus avancé dans la photo, c'est aussi possible que tu fasses l'une de ces erreurs. Donc sois très attentif et tu passeras directement au niveau supérieur à la fin de cette vidéo-là. La 6e erreur est plus subtile, mais il faut à tout prix l'éviter. Donc reste bien jusqu'à la fin. Première erreur que je vois tout le temps, c'est vouloir se spécialiser trop vite. Je connais des personnes qui commencent la photo, donc même pas encore de boîtier ni d'objectif, et tout de suite, ils se disent qu'ils vont se spécialiser dans la photo culinaire. Ils disent, ou alors, moi je vais me spécialiser dans la photo immobilière, la photo d'intérieur. Ou alors moi c'est directement la photo de portrait, ou alors la photo de mariage. Vouloir se spécialiser trop vite dès le début sans avoir acquis de l'expérience dans la photo, c'est se jeter à l'eau sans savoir nager. Bon, je ne sais pas si la comparaison est appropriée, mais en tout cas, c'est juste pour te dire que le bain est énorme. Si tu plonges dans le bain sans avoir pris tes précautions, tu peux te noyer. Tout simplement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'expérimenter. Pour moi, c'est le plus important. Ne t'enferme pas dans un domaine particulier à partir du moment où tu as acquis ton boîtier et ton objectif. Bien sûr, il faut avoir une idée déjà de ce que tu souhaites faire pour pouvoir orienter ton choix sur l'achat d'un objectif, mais ne t'enferme pas dans un domaine particulier. Par exemple, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir 2, 3, voire 4 domaines que tu aimerais faire dans la photo. Et dans ces cas-là, tu pourras orienter le choix d'achat du boîtier et d'objectifs en fonction de ces 4 domaines. Mais le but, c'est de ne pas s'éparpiller non plus. Tu ne vas pas rester sur un seul domaine, comme le mariage, mais tu ne vas pas non plus choisir 10 domaines différents. Ce serait s'éparpiller et disperser ses efforts. Mais moi, je te conseille de choisir 3, 4, 5 domaines grand maximum, mais 3, c'est très bien, 3, 4 domaines, c'est très très bien. Et ça va te permettre d'aiguiser ton œil, de pratiquer la photo sur différents domaines et donc de développer des compétences différentes. Puisque par exemple, tu l'auras compris, pour illustrer mes propos, faire un temps de pause de 10 secondes, par exemple, ça ne va pas du tout se faire pour la photo de portrait. Par contre, ça va s'appliquer pour la photo de paysage, lorsque tu photographies des cascades par exemple. Tu vois donc que si tu ne fais pas de photo de paysage, tu n'utiliseras quasiment jamais le temps de pause. Or, c'est bien de savoir utiliser le temps de pause, de savoir jouer sur la vitesse d'obturation et de maîtriser les différentes techniques photographiques pour pouvoir évoluer et donc par la suite te spécialiser. Donc c'est par là que j'ai envie de t'emmener, c'est vraiment choisir 2, 3, 4 domaines, photo de portrait par exemple, photo culinaire, donc photo de produits en général par exemple, photo de paysage, photo de rue par exemple, c'est juste un exemple. Et dans ces cas-là, tu pourras faire les 3 ou les 4 en même temps, d'accord ? Un jour, tu vas faire de la photo de rue, donc tu sors dans la rue, tu ne te concentres que sur la photo de rue. Un autre jour, tu vas faire de la photo de portrait. Ensuite, tu vas faire des photos de produits, donc chez toi, tu vas trouver des produits et t'entraîner à les prendre de manière esthétique, d'un point de vue artistique, et non pas prendre une photo simplement comme tu le ferais avec ton téléphone ou comme le ferait Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est très important de ne pas s'enfermer dans un seul domaine en particulier pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Là, tu vas vraiment développer tes compétences et par la suite, au bout de quelques mois de pratique, tu vas vraiment voir naturellement le domaine qui t'intéresse le plus, le domaine sur lequel tu passes le plus de temps de manière inconsciente. Et là, effectivement, tu vas commencer petit à petit à te spécialiser dans ce domaine en particulier. Et c'est là que tu vas pouvoir ajouter ta patte personnelle et avoir une vraie plus-value pour tes clients. Si bien entendu, tu veux en faire ton métier ou alors juste ta passion, mais vraiment la pratiquer à un niveau expert. C'est comme ça que tu vas progresser au maximum. Si tu ne te focalises que sur un domaine, tu ne vas pas maîtriser le reste. Et donc, tu ne vas pas maîtriser la majeure partie de la technique photographique nécessaire en toutes circonstances. Et le but, vraiment, lorsque tu achètes un appareil photo, c'est de savoir l'exploiter au maximum. Deuxième erreur, alors que je vois extrêmement fréquemment, c'est acheter un appareil photo trop bas de gamme pour économiser. Le nombre de personnes que je vois acheter un appareil photo à 200, 300, 400, 500 euros pour justement économiser parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas un gros budget, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais acheter un appareil photo à 500 euros, est-ce que tu ne penses pas que dans 3, 4 ans, 5 ans,
ou même dans un an, en prenant en compte l'intensité de ta pratique photographique, est-ce que tu ne penses pas que tu vas être frustré? Moi, je pense que si. Et j'en suis même convaincu parce que ça m'est arrivé au début. J'ai acheté un appareil photo, c'était un Canon. Alors, c'était un vieux Canon, je ne sais plus lequel c'était exactement. Honnêtement, je ne faisais pas vraiment attention à l'époque. Et honnêtement, je l'ai vite regretté puisque les performances n'étaient pas au rendez-vous, la batterie ne tenait vraiment pas longtemps, les objectifs achetés, ça aussi c'est un vrai problème parce qu'on va dire si tu achètes un certain boîtier par exemple et que tu achètes aussi un certain nombre d'objectifs qui vont avec ce boîtier, si au bout de 6 mois, 1 an, tu veux changer de boîtier, il va falloir changer également les objectifs si bien sûr ceux-ci ne sont pas compatibles avec le nouveau boîtier que tu as acheté. Généralement, si tu es chez la même marque, ça pose pas de souci. Mais si tu changes de marque, par exemple, de marque constructeur, comme moi j'ai fait, moi j'ai changé de marque constructeur, je suis passé de Canon à Sony. Je ne regrette pas du tout, mais encore une fois, il y a des appareils photo Canon qui sont extrêmement bien, que je n'ai pas testé, donc je peux pas en parler, je ne peux pas en témoigner. Moi j'avais acheté un appareil photo bas de gamme, enfin moyenne gamme, bas de gamme. Donc voilà, c'est pour ça. Et directement quand je suis passé chez Sony, j'ai acheté le Sony A7 III. Donc ça c'est de la bonne gamme, c'est pas non plus du haut de gamme, mais c'est de la bonne gamme et qui directement a révolutionné mon approche de la photo. La batterie tient toute la journée par rapport encore une fois à l'intensité de ta prise de vue, de tes prises de vue. L'autofocus est très bon, l'ergonomie est très bonne, la personnalisation des boutons te permet d'être beaucoup plus réactif sur le terrain. Enfin bon, un certain nombre d'avantages qui font que effectivement tu peux progresser dans les bonnes conditions. Donc c'est ça, c'est le message que j'ai envie de te faire passer, c'est vraiment ne te dis pas que je vais acheter un appareil photo 500 € parce que voilà, j'ai envie de pratiquer de la photo, je n'ai pas le budget, etc. Dans ces cas-là, reste sur ton téléphone, c'est très bien. Entraîne-toi au cadrage et à la composition. Déjà, ça va te permettre d'aiguiser ton œil. Et ensuite, tu vas économiser. Tu vas économiser jusqu'à avoir par exemple 1000 € de budget. Et là, ça devient déjà plus intéressant. Au-delà de 1000 €, ça devient plus intéressant. Aujourd'hui, le Sony A7 III, je crois, enfin, il est autour de 2000 €, 2100 €, 2200 €, je ne l'ai plus en tête exactement, mais il est généralement en promotion. Donc tu peux le trouver à 1800, 1700 €, je pense que tu peux le trouver, d'accord? En période de promotion, encore une fois, c'est ce que j'ai vu passer récemment, je ne sais pas si ça se fera encore à l'avenir, mais en tout cas, c'est faisable. C'est pour ça que te dire j'achète maintenant un appareil photo, parce qu'il n'est pas cher, ça n'a pas de sens. Pour moi, économise encore un peu, va bosser un mois de plus au McDo par exemple, et là, tu vas pouvoir te payer un appareil photo qui va te permettre d'évoluer dans les bonnes conditions sur plusieurs années. Puisqu'encore une fois, ce type de boîtier est à objectif interchangeable, et c'est d'ailleurs ce que je te recommande. Et donc, ça va être avec le changement d'objectif que tu vas progresser. Troisième erreur que je vois tout le temps, shooter avec une ouverture maximale. Ça, c'est le problème des objectifs à grande ouverture, c'est qu'on a tendance à laisser toujours ouvrir au maximum. Alors c'est très bien si tu veux avoir effectivement le bokeh, le flou d'arrière-plan au maximum, le bien crémeux, ou alors si tu shootes en condition de basse luminosité et donc tu as besoin d'avoir une plus grande ouverture pour accueillir plus de lumière, je le comprends tout à fait. Mais si tu es dehors en plein jour et qu'effectivement tu veux shooter une personne dans un certain environnement, c'est-à-dire en prenant en compte quand même un petit peu l'arrière-plan, ça ne sert à rien de laisser l'ouverture au maximal. Donc tout simplement pense à fermer un peu davantage et à inclure plus de décors, plus de background au sujet. Ça va te permettre d'avoir une approche plus documentaire et donc d'avoir une autre vision, de raconter une histoire un peu différente sur tes photos. Et donc expérimente ça. Si toi tu avais aujourd'hui l'habitude d'avoir toujours une ouverture laissée au maximal, essaye aujourd'hui de laisser à f5.6 par exemple. Et tu te dis aujourd'hui je ne vais shooter qu'avec cette ouverture. Et donc tu vas voir, ça va être totalement différent puisque ça va te forcer à regarder le background et à te dire est-ce que ça je veux l'inclure ou pas dans la prise de vue. Lorsque tu as du bokeh à foison, effectivement, tu ne prêtes pas trop attention à ce qu'il y a dans l'arrière-plan, c'est normal, c'est pas ce qui est le plus important là, puisque tu auras du flou d'arrière-plan. Mais effectivement, lorsque tu commences à fermer un petit peu le diaphragme, tu commences à voir et à déceler ce qu'il y a dans le background, dans l'arrière-plan, et donc là tu vas prêter davantage attention et ça ne pourra que te faire progresser. En plus, c'est dommage, si tu as l'habitude de voyager et que tu prends des photos toujours avec une ouverture maximale donc de tes sujets, l'arrière-plan sera toujours flou. Ce qui est vraiment dommage puisque le but c'est d'inclure du décor et donc de garder des souvenirs de tes voyages. Quatrième erreur que je vois très régulièrement en photo, c'est d'utiliser le flash intégré de son appareil photo. Tu l'auras compris, moi je déconseille fortement d'utiliser le flash intégré de ton appareil photo pour une raison simple,
c'est que le flash est trop direct. Il faut savoir un concept simple sur la lumière, c'est que plus la source lumineuse est petite, plus il y aura une lumière dure sur le visage de ton sujet. Par lumière dure, j'entends des ombres marquées. Donc le but d'une photo, c'est que la lumière soit douce, qu'il n'y ait pas d'ombre marquée sur le visage. Si tu utilises le flash intégré, il est non seulement de face, donc par rapport à ton sujet, donc ce qui va aplatir son visage, d'une part, et d'autre part, il y aura des ombres marquées, des ombres dures sur le visage. Ce n'est pas du tout esthétique, ce n'est pas du tout l'effet recherché quand tu fais une photo de portrait, par exemple. Donc le but, c'est d'adoucir la lumière. Et donc ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est de rapprocher la source lumineuse de ton sujet, puisque plus tu rapproches la source lumineuse de ton sujet, plus sa taille va être légèrement plus grande par rapport au sujet, légèrement, mieux ce sera. Encore une fois, ce ne sera pas l'idéal, mais le but, c'est d'adoucir au maximum la lumière. Donc ce que tu peux faire également, c'est d'ajouter un diffuseur ou alors une softbox. Et donc là, de prendre la photo, tu auras une lumière beaucoup plus douce puisque la taille de la lumière sera plus grande par rapport à ton sujet. Et donc, les ombres seront beaucoup moins marquées sur le visage. Donc c'est pour ça que ça, c'est impossible à faire sur le flash intégré de ton appareil photo. Donc achète-toi un flash Cobra ou un flash Studio, selon ton budget, comme tu le souhaites, et utilise une softbox tout simplement pour adoucir la lumière et donc déporter la lumière. Si tu n'as pas de softbox et que tu as des murs blancs autour de toi, tu peux tout à fait orienter la tête du flash Cobra sur le mur s'il est blanc ou sur le plafond pour diffuser la lumière sur toute la pièce et éclairer ton sujet de manière harmonieuse avec des ombres peu marquées. Ça, c'est tout à fait possible. Attention cependant à ne pas avoir un mur coloré puisque la lumière prend la teinte de la couleur du mur. Si tu as un mur rouge, eh bien, ton sujet sera rouge, tout simplement. Donc honnêtement, si tu as un flash intégré à ton appareil photo, bannis-le, ne l'active jamais. Cinquième erreur que je vois également trop souvent, c'est ne pas oser augmenter ses prix. Je parle pour les personnes qui gagnent de l'argent avec de la photo. Si tu es totalement débutant, alors ça ne te concerne pas, mais écoute bien ce point parce que si tu évolues bien et que tu commences à gagner de l'argent avec, c'est un point qui est très important. Le but avec la photo, c'est de gagner de l'argent et de gagner sa vie, si vraiment tu veux en faire ton métier. Si c'est vraiment que de la passion, je l'entends très très bien et c'est parfait comme ça. Mais si tu veux en faire ton métier ou si tu veux gagner de l'argent en complément de revenus avec la photo, c'est d'augmenter son prix. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu auras une certaine qualité perçue en fonction du prix. Tu l'auras bien compris que proposer un shooting à 20 €, ça n'a pas du tout la même valeur perçue que proposer un shooting à 100 €. C'est un pur exemple. Je ne dis pas quels sont les tarifs exacts, etc. Mais tu vois très bien que toi, aujourd'hui, on te dit écoute, moi je suis disponible pour te faire un shooting à 20 €. Et il y a une autre personne qui te dit moi je suis disponible pour te faire un shooting à 100 €. Alors tu seras peut-être tenté en tant que client d'aller vers le photographe à 20 €, mais inconsciemment, dans ta tête, tu sauras que le travail sera de moins bonne qualité que celui qui t'a proposé le shooting à 100 €. C'est peut-être pas le cas. On est d'accord, c'est peut-être pas le cas, mais en termes de valeur perçue, dans ton inconscient, tu le sauras. Mais tu vas juste dire, ok, je préfère payer moins cher et avoir des photos correctes que de payer plus cher, etc., etc. Tu vas te trouver différentes raisons, mais il faut savoir que l'homme, en fait, l'humain réagit de manière émotionnelle. Il réagit avec ses émotions, il prend des décisions avec ses émotions et il essaie de justifier ça avec la logique. C'est-à-dire que dans sa tête, il va dire c'est trop cher, etc., etc. Et il va dire non, je vais prendre le photographe à 20 € et il va essayer de rationaliser ça, c'est-à-dire de donner une réponse logique à ça en disant mais finalement, j'ai pas vraiment besoin de photos extrêmement professionnelles, extrêmement jolies, des belles photos simples, ça me suffit largement. Donc, il essaie de justifier ça de manière rationnelle. Or, la décision a été prise intérieurement avec son cœur en disant c'est trop cher, j'ai pas envie de mettre autant d'argent, etc. Donc, c'est comme ça que réagit l'humain. Donc, une fois que tu as compris ça, il faut plutôt travailler sur ton style, sur ta patte artistique, plutôt que sur le prix. Si tu as un super style, si tu fais de super belles photos et que tu as une bonne patte artistique, un style reconnaissable, les gens vont venir te voir pour ton style. Peu importe le prix que tu demanderas. Bien sûr, sans exagérer, par rapport au prix du marché, mais même si tu vas te situer sur la fourchette haute en termes de prix sur ton marché, tu seras quand même booké puisque tu as un style qui plaît. En revanche, pour ceux qui sont du bas de gamme, ils ont toujours la clientèle qu'ils méritent. C'est-à-dire la clientèle bas de gamme qui vont demander ci, qui vont demander ça, qui vont toujours en demander plus. Et ça, c'est par expérience, c'est vrai. Quand j'ai débuté, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai pas fixé mes prix assez haut et donc j'avais toujours des clients qui m'ont demandé toujours plus. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de photos? Est-ce qu'on pourrait avoir les fichiers RAW? En fait, on a vraiment les clients qu'on mérite, tout simplement. Et lorsque je suis passé à un niveau de gamme supérieur en termes de prix, effectivement, ma clientèle a vraiment changé aussi. Je l'ai vraiment remarqué. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience que je te dis ici.
n'hésite pas à augmenter tes tarifs. Fais une étude de marché pour connaître un petit peu les prix de ton marché et ensuite augmente tes tarifs pour être dans le haut du panier. Et travaille ton style photographique pour qu'il soit bon, pour que les gens aient envie de te booker. Et ensuite, le prix ne sera que secondaire dans le choix des clients. Sixième erreur, c'est vraiment prendre trop de photos. Alors ça m'est arrivé énormément de fois, surtout à mes débuts, prendre énormément de photos. Lorsque j'avais une séance de portrait, je prenais énormément de photos. Je prenais parfois sur une séance d'une heure, je prenais 800, 900 photos. C'est énorme, énorme. Pour au final, n'en garder que 20, 30. D'accord? Donc, enfin, je veux dire les photos que tu vas envoyer au client. D'accord? Et le reste, tu vas les effacer. Donc, non seulement tu n'optimises pas l'usure de ton matériel avec le nombre d'obturations, puisque tu cliques. Donc, sur une séance, faire 900 photos alors que tu ne vas en garder que 20 ou 30, c'est du gâchis. Premièrement. Deuxièmement, tu perds énormément de temps lors du tri de tes photos. Voir, cette photo, je vais la garder, cette photo, je vais l'effacer, cette photo, elle est bien, non, cette photo, elle n'est pas bien. Tu perds un temps fou à faire le tri de tes photos. Donc ça, c'est extrêmement chronophage. Et dernière raison, c'est que vraiment, ça va te forcer à réfléchir sur la composition. Si tu sais que je peux prendre des centaines et des centaines de photos, bah, tu vas dire, bah voilà, il y en a sans doute une qui va être bonne. Mais si tu sais que, allez, sur ce spot, là, je vais prendre 10 photos max, 10 photos maximum, et ben, tu vas vraiment réfléchir à la composition avant d'appuyer sur le bouton. Donc, à l'époque où le nombre de photos prises était payant, à chaque clic c'était payant, là, tu réfléchissais vraiment. Sur les appareils numériques, effectivement, tu peux cliquer autant de fois que tu le veux, tu ne le sens pas, mais n'empêche que tu perds du temps, il y a l'usure du matériel, effectivement, c'est pas du tout optimisé. Donc vraiment, essaie de restreindre le nombre de clics que tu fais, le nombre de déclenchements que tu fais lors de tes prises de vue. Septième et dernière erreur que je vois tout le temps, c'est ne pas accepter de critique photo. Lorsque je dis ne pas accepter la critique photo, effectivement, c'est la critique photo constructive. Donc on est bien d'accord que les débutants qui vont critiquer tes photos, effectivement, c'est pas toujours judicieux de les écouter, ou alors les critiques ne sont pas constructives. Demande plutôt l'avis de personnes avisées ou de personnes qui ont plusieurs années d'expérience dans la photo et sois à l'écoute de ces critiques-là, puisque c'est ça qui va te permettre de progresser. Si toi, tu juges toi-même tes photos, tu vas toujours dire qu'elles sont bien. Donc, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Donc voilà, d'ailleurs, si ça t'intéresse, un type de vidéo que je peux faire, c'est vraiment critiquer tes photos. Critiquer dans le bon sens du terme, des critiques constructives. Moi, comment je prendrais la photo. D'accord? Donc si ça t'intéresse, moi je t'invite directement à m'envoyer sur Instagram, je te mets ici mon Instagram, une photo que tu trouves particulièrement bien, une photo dont tu es particulièrement fier. Moi je vais sélectionner un certain nombre de photos, quand j'aurai le temps bien entendu, parce que je suis assez booké en ce moment, mais quand j'aurai le temps, effectivement je vais sélectionner un certain nombre de photos et ensuite je vais en faire une vidéo YouTube où je te donnerai mon avis franc, honnête, sans prendre de pincettes, avec des critiques constructives. D'accord? Le but c'est que tu puisses progresser, donc moi comment j'aurais pris la prise de vue, moi, comment j'aurais fait ici, comment j'aurais fait ça. Si la photo est parfaite, que je trouve parfaite, je le dirai également. Mais le but, c'est de te permettre de progresser. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi ça sur Instagram et puis je mets ça de côté pour une future vidéo. Si tu débutes la photo, je te conseille de cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ton guide photo. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Avec un petit budget, je te donnerai également mon choix personnel si j'étais à ta place. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour te permettre de maîtriser ouverture, vitesse ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.